Donc, vous l'avez entendu, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Tu veux parler de la géopolitique du blé, Jean-Pierre? Non, mais je disais juste que la Russie était devenue le grand exportateur net mondial en 2022. Le premier, tu sais, mais on va en parler, parce que, en fait, tu as des souvenirs du moment où tu apprenais ça au lycée, quoi, globalement. Et savoir que le premier producteur du monde aujourd'hui, c'est la Chine, ça m'a fait un choc. Ah, le producteur. Producteur. Ah bah oui, ils ont du monde à nourrir. Oui, premier producteur du monde, c'est la Chine. Franchement, c'est un changement dont je n'avais pas pris la mesure. Non, mais je parlais, c'était une petite plaisanterie, le blé, l'argent, les banques, tu vois, voilà. Voilà. Bon, donc, crise bancaire qui a l'air là, justement, c'est la question que je te pose. Donc, le problème Crédit Suisse est réglé, repris par UBS. Les problèmes aux États-Unis ont l'air de se régler à coup de soit faillite, soit, mais enfin c'est banque régionale, soit ouverture de lignes de crédit garanties par la Réserve fédérale. Est-ce que la crise bancaire est derrière nous ou est-ce que tu sens que quelque chose peut encore se développer ? Les marchés, même si globalement ils sont stables, mais les valeurs bancaires sont toujours sous pression quand même. Oui, alors la crise bancaire, oui, enfin j'ai tendance à considérer que quand même les décisions qui ont été prises depuis 10 jours sont plutôt bonnes quand même. Ouais. D'abord, la rapidité. Je veux juste rappeler que Lehman Brothers, 15 septembre 2008, chapitre 11, l'administration fédérale américaine n'a pas de plan. Donc, il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est exactement ce que constatent les marchés le lendemain. Mais parce que personne n'imagine ce qui va se passer. Ah bah, normalement, il y a un type qui s'appelle Hank Paulson, qui est le secrétaire d'État au Trésor, qui, s'il vous plaît, est l'ancien patron de Goldman Sachs, qui, lui, s'il ne connaît pas les produits structurés de crédit, je ne sais pas qui les connaît. Hein. Alors, il n'a pas fait son boulot, en fait, fondamentalement. Il n'a pas prévenu le Congrès. Enfin bon, on ne va pas reparler de 2008. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion le 15 septembre 2008. Il faut un mois avant que le nouveau plan de renflouement soit voté par le Congrès. Un mois. Je me souviens, Jean-Pierre, on était ensemble. Ouais. Et tu me disais, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est les 1000 milliards qui vont tout à coup calmer la planète. Mais ce chiffre de 1000 milliards... calmer, oui, enfin, 6 mois. Hein. Après, il y aura les conséquences de toute façon. C'est pour ça que là, ça a été rapide. Mais je l'ai raconté 10 fois, mais parce que je la raconte encore, tant pis, mais c'est le patron de Natixis de l'époque, dont j'ai encore oublié le nom, qui me raconte, c'était le mardi soir. Donc, Lehman le dimanche, il me dit le mardi soir, 17h, il n'y avait plus rien à faire. J'ai pris mon manteau, j'ai été au cinéma, dit-il. J'ai été voir Lola Montes. Oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et le lendemain matin, on était encore vivants, je ne sais pas encore pourquoi. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais là, les décisions. Rien de comparable. C'est SBV. Ah oui, rien de comparable. Au niveau de la rapidité, SBV, ça a pris 48 heures pour le paquet de la Fed et pour la décision du FDIC d'augmenter, enfin de renflouer les dépôts supérieurs à $250 000 à SBV, donc 48 heures. Et pour Crédit Suisse, on va dire, sachant que là, il y a un renflou, là, il y a une restructuration complète d'une grande banque systémique européenne. Donc là, il a fallu une semaine. Donc ça a été très rapide. Puis alors, surtout sur le fond. Hein, parce que là, 2008, je voudrais juste rappeler que le sous-jacent, c'est l'immobilier résidentiel américain. Ouais. Les prêts hypothécaires aux États-Unis, c'est 72% du PIB en 2007. Voilà. Et en plus, c'est titrisé n'importe comment. Noté n'importe comment par des agences de rating en complet conflit d'intérêts. Ça passe par des structures hors bilan, on ne sait pas si c'est dans le bilan des banques ou pas, les fameux conduits. Absolument. Donc il y a une opacité totale et c'est diffusé dans le monde. Et tout le monde ne sait pas. Personne ne sait combien ça vaut. Exactement. Et personne ne sait même s'il en a en fait. Voilà. Et en plus, j'ajoute, on sait que la valorisation va baisser puisque l'immobilier résidentiel baisse depuis 2007. Et là, on sait que... Bon. Et il y a une défiance interne. Non, mais il y a un truc qu'on n'avait jamais vu depuis les années 30. C'est que les taux interbancaires explosent. C'est-à-dire que les banques se prêtent plus. Mais c'est là où... Et là, il y a un truc... On va refermer la parenthèse 2008, parce que c'est passionnant 2008, mais on va pas faire... Non, mais parce que les gens... C'était la phrase du patron de Sciences Po qui dit « On ne pouvait pas prévoir que les 100 directeurs financiers des premiers établissements financiers du monde n'allaient plus pouvoir se faire confiance entre eux. » C'est ça, en fait, qui est totalement imprévisible. Absolument. C'est profondément humain. Et c'est en cela où je dis, même Hank Paulson, à ce moment-là, il ne sait pas la déflagration que ça va être. Et tout à coup, comme le système s'arrête complètement. Ouais, bref. Mais là, c'est important ce que tu dis, la défiance bancaire, parce que la semaine dernière, il s'est passé un truc très important sur First Republic, qui est une banque régionale en grosse difficulté. Il y a eu quand même 30 milliards de dépôts injectés par des 11 grandes banques. Ouais. Et donc ça,
Ça, c'est la manifestation du fait que les grandes banques américaines jouent collectif, ce qui n'avait pas du tout été le cas en 2007-2008. Et en même temps, c'est une manifestation de la confiance qu'elles ont dans leur propre ratio de liquidité et de solvabilité. Donc, de ce point de vue, c'est très, très, très positif. Et autre point positif, il n'y a pas eu de renflouement par le contribuable pour l'instant. Parce que Crédit Suisse, ça passe par UBS. Par UBS. Pour l'instant, il y a eu un renflouement monétaire. Attends, alors on va faire Crédit Suisse après. Je veux rester sur le SBV. Ouais, sur la banque de la Silicon Valley. On met en avant la rapidité de la remontée des taux d'intérêt. Donc ils ont été coincés. Moi, je veux bien, j'entends partout qu'on leur donne des leçons quand les mecs, quand vous avez 40 milliards de dollars de demandes de retrait, je ne sais pas quelle banque peut y résister, même la mieux gérée du monde. Mais en tout cas, ils ont été piégés par la remontée des taux d'intérêt. Est-ce que ça, c'est l'une des questions quand même, hein. Est-ce que ça peut modifier la politique monétaire Alors, la BCE a répondu de son côté en augmentant les taux d'intérêt de ce qui était prévu. La Réserve fédérale est peut-être plus hésitante. Oui, parce on en est où là-dessus? En fait, quand tu dis que la crise bancaire n'est pas terminée, mais la crise bancaire va avoir un impact macro. Voilà, c'est le resserrement des conditions de crédit. Parce qu'il va y avoir une régulation sur les petites banques, parce que la grave erreur là, de 2018-2019, c'est qu'on a allégé les contraintes prudentielles. Enfin, c'est contestable. S'il y avait... En dessous de 250 milliards de bilan, bon. Oui, mais 200. Oui, mais il y en a 200 milliards de bilan. Oui, mais il y en a beaucoup. Enfin, il y en a plusieurs banques en dessous de 150 milliards. Donc c'est ça le problème. Et donc on a allégé ce truc-là, et donc on a perdu un petit peu de visibilité là-dessus, y compris les régulateurs, soit dit en passant. Donc il y a un petit sujet. Alors maintenant que tu vas re-réguler, donc il va y avoir des contraintes de solvabilité, des contraintes de liquidité qui vont rendre les conditions de financement des banques plus compliquées, et elles vont le répercuter sur leurs clients, bien évidemment. En plus, il va y avoir une dégradation macro qui va effectivement... Et puis, les financements spécialisés, parce que souvent les banques régionales sont très spécialisées. Alors c'est ça qui m'intéresse, et notamment ce modèle. Nous ici, ce modèle de financement de l'entrepreneuriat est quand même il faisait du venture capitalisme, quoi. Alors, je l'ai dit déjà ici, c'est quand même une forme de réponse à l'ensemble des entrepreneurs qui me disent « Mais les banques ne prêtent pas assez, machin ». Ben les gars, le rôle de la banque, c'est pas de prendre un risque absolu, c'est pas justement des fonds d'investissement et des venture capitalistes. Mais ils ont les deux aux États-Unis. Oui, ils ont les deux. Nous, on n'a ni l'un ni l'autre, c'est ça le problème. Oui, mais le private equity se développe, à partir d'une base très très faible en France, en particulier en Europe même, d'une manière générale. Non, là, le problème, c'est qu'il va y avoir des retraits de dépôt des banques spécialisées au niveau régional ou au niveau sectoriel, et que les grosses banques qui vont le récupérer vont pas forcément se substituer aux banques régionales, tu vois. Donc il va y avoir prendront pas la même dose de risque. Non, c'est clair. Il va y avoir un rationnement, un petit peu, un espèce de credit crunch sur ces financements spécialisés qui se révèlent utiles, même si SBV a pris trop de risques. Parce que là, franchement, sur son exposition au capital risque californien, il y avait un sujet, quoi. Surtout qu'ils avaient bénéficié de dépôts additionnels du fait de la bonne santé de la tech jusqu'en 2021. Oui. Oui, mais quand ça va mal, c'est pas seulement le provisionnement qui augmente à l'actif, c'est aussi les retraits de dépôt. C'est vrai. Donc il y avait une espèce de fragilité de SBV. Ainsi que dans d'autres banques régionales. Enfin, SBV n'était pas une banque régionale, parce que c'est un peu compliqué le système bancaire américain, mais peu importe. D'autres banques se couvrir avec des bons du Trésor, on a vu pire comme prise de risque. C'était pas non plus honteux, quoi. Aller essayer de protéger ses liquidités avec des bons du Trésor, d'où cette vitesse de remontée des taux d'intérêt. Et d'où le sujet, est-ce que la Fed va mettre le pied sur le frein et est-ce que c'est terminé, en fait? Elle l'a déjà mis, parce qu'avec ces lignes de liquidité qu'elle a déjà abondées, la restriction de bilan est en train de... Voilà, c'est ça. Déjà, au niveau du bilan... Elle a quasi reconstitué le bilan qu'elle avait commencé à réduire depuis... À ma connaissance, pas tout à fait, quand même. C'est un mec au régime qui craque sur des plaques de chocolat. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et sur les taux directeurs... Ça va très très vite dans ce sens-là. Ça va très vite. Et sur les taux directeurs, je pense qu'elle va mettre un peu le plancher également. Elle ne remontera pas comme le prévoyait avant cette histoire. Les marchés prévoyaient un taux terminal à 5,60. Je ne pense pas qu'il va monter à 5,60. Alors, Crédit Suisse, ça m'intéresse beaucoup parce que, donc, banque systémique, on l'a beaucoup dit. Systémique en Europe. Banque systémique en Europe, donc pas de nouveau Lehman. Est-ce que, finalement, c'est le retour de ce qu'on a appelé en 2008 l'aléa morale, c'est-à-dire, ça y est, les banques savent que de toute façon, le message envoyé par la BCE notamment, elle ne s'occupe pas évidemment, c'est la Banque nationale suisse qui s'en occupe, mais le message envoyé par la BCE est très clair, on ne laissera plus tomber de grandes banques.
C'est pas la BCE, là, en l'occurrence, c'est la Oui, BNBS. mais son message, néanmoins, est quand elle dit « nous avons toutes les lignes de liquidité nécessaires pour approvisionner ceux qui en auraient besoin », le message est très très clair. Mais de toute façon, Stéphane, je te parle d'économie de bulle depuis 20 ans, Ouais. et je t'ai toujours dit que l'aléa moral, ça ne servait à rien, fondamental, enfin de le mettre en avant. Il faut... On le dit d'un mot, hein, l'aléa moral, c'est à partir du moment où vous vous sentez protégé, bah, vous faites toutes les conneries de la Terre. Voilà, j'ai résumé l'aléa moral. En gros, mais il faut le traiter de façon préventive, c'est-à-dire par la régulation, par la prévention des problèmes. C'est ça. Une fois que le problème s'est manifesté, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors en plus, moi je trouve que parler d'aléa moral alors qu'il y a des fuites de dépôt, c'est pas le sujet, parce que c'est pas le déposant qui est quand même en charge. Crédit Suisse, c'est pas une fuite de dépôt. Non. On parle de Crédit Suisse. Ah, là, maintenant. de Crédit Suisse. Crédit Suisse, c'est pas une SBV, fuite de dépôt. C'est d'accord. en ça où ça m'intéresse. Enfin, SBV, ok, on a vu, etc. Et encore une fois. Il y a quand même des retraits de liquidité quand même assez considérables, hein, quand même. Ouais, Donc enfin, il y a c'est une fuite quand même une banque qui a visiblement plus de modèle économique. Je lisais Oui. ce que dit Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, dans le Monde aujourd'hui. Plus de modèle économique, un actionnaire saoudien qui dit écoutez, non, je ne vais pas remettre au pot, l'augmentation de capital ne se fait pas, et c'est là que ça va très très vite. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'aléa moral, ça peut pas jouer. Enfin, tu peux pas responsabiliser le déposant, c'est pas possible. Enfin, ça ne marche pas. Non, mais tu peux responsabiliser la banque. Ah bah tu peux De responsabiliser ne pas prendre ses précautions quand elle sent que. Absolument, mais de façon préventive. son modèle. Oui. Parce que, en général, dans les crises bancaires ou dans les crises financières, on s'attaque aux plus faibles. Et Crédit Suisse, il est avant tout victime de ces erreurs absolument invraisemblables de management. Cette banque. Enfin, la véritable défaillance de Crédit Suisse, c'est une défaillance de gouvernance. Ouais. C'est pas tellement une défaillance de solvabilité. Qui remonte à loin d'ailleurs. Hein. C'est là où on voit que Ouais, ça se absolument. diffuse lentement tout ça, hein, quand même. Et c'est là où les autorités suisses, je pense, auraient pu jouer un rôle plus préventif, plus utile. Parce que ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que c'est repris par UBS, qui était le grand loser de 2008, qui a été sauvé, d'ailleurs, enfin, comme pas mal d'autres gros établissements, mais enfin, qui était vraiment la banque sur laquelle il y avait tous les radars, surtout en Europe, et en Suisse en particulier. Et ça, c'est la ruse de l'histoire, d'une certaine manière. Elle a été sauvée, elle se porte bien maintenant. Ouais. Voilà. Et l'actionnaire d'UBS est très content. Ouais. Alors, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les cours baissent ce matin, parce que moi, je trouve que c'est... Enfin, de ce que j'ai compris... Enfin bon, je n'ai pas regardé dans le détail, mais c'est vrai que ce que me disait Grégoire Favet notamment, c'est que ça avait bien monté les banques. Hein. Donc en plus, Ah oui, c'est vrai. déjà que les banques soient à nouveau une carte à jouer sur les marchés, ça devait faire bizarre à beaucoup de ceux qui achetaient des titres BNP ou Société Générale. Mais alors dès que C'est-à-dire que il y a la moindre étincelle, les gens confondaient un peu des trucs sur la bourse. Ils considéraient que si les taux montaient, c'était bon pour les banques. C'est plus compliqué que ça. Exactement. C'est la courbe des taux. Exactement. La courbe des taux, elle était inversée aux États-Unis, comme rarement elle était inversée dans l'histoire. Donc les conditions de financement à court terme des banques s'étaient durcies, alors que les taux sur lesquels elles prêtent, fondamentalement, étaient plus bas. Enfin, plus bas, ou du moins la marge nette d'intérêt, c'était considérablement réduite. Et donc, c'était une petite erreur aussi. On avait raconté ici, grâce à Nicolas Mérindol, allez retrouver l'interview d'ailleurs, elle est absolument passionnante, qu'il y a un moment risqué, là, quelques années peut-être, effectivement, entre ces crédits qui ont été largement distribués à des taux très très bas et un argent de refinancement au quotidien qui coûte de plus en plus c'est cher. le canal du crédit d'ailleurs. Ouais. Dans la littérature académique, c'est mentionné. Donc, quand les taux d'intérêt, enfin, quand la réserve fédérale, quand la Banque centrale resserre, il y a un problème pour les banques et il y a des fuites de dépôts, enfin plus ou moins, mais les taux d'intérêt des dépôts à vue qui étaient à zéro depuis belle lurette, quand ils montent, les dépôts ils vont ailleurs. Ils vont notamment sur les SICAV monétaires qui rapportent, même en Europe, elles rapportent que pour la première fois depuis 10 ans. Voilà. Donc voilà, rien de vraiment grave, une sorte de rappel au règlement, quoi, une saine piqûre de rappel, c'est comme ça que tu analyses le truc Oui, parce que fondamentalement, on n'est pas dans le cœur du problème aujourd'hui. Le cœur du problème, enfin en 2007-2008, le cœur du problème, c'est comment on allait gérer le dégonflement de la bulle immobilière, avec ce merdier général dans lequel on était, cet empilement de produits structurés de crédit sur lesquels personne ne comprenait rien, y compris les dirigeants de banque. Et tu m'avais dit en plus, les crises immobilières sont les crises les pires. Ah, c'est les pires. Voilà. Parce les qu'elles gens touchent- perdent leur maison, là, c'est les crises. Ah, mais elles touchent les ménages très, très, très directement. Et donc c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis les années 30. Là, le cœur du problème, ça reste quand même l'inflation et la politique monétaire, plus la géopolitique. Là, le problème de la crise bancaire, à mon avis... Ouais, mais si justement la politique monétaire est freinée, Oui. par tout ce qu'on vient de décrire, Oui, mais là, tu as ça va poser un problème sur l'inflation. Oui, mais actuellement, là, tu as un resserrement des conditions macro-financières, là, actuellement, depuis au moins 10 jours. C'est-à-dire que les marchés baissent,
les spreads de crédit ont monté et les conditions de crédit bancaire, parce que les banques de moins de 250 milliards de dollars, c'est 60% de l'immobilier résidentiel, c'est 80% de l'immobilier commercial aux États-Unis. Donc tu as des segments de l'activité économique aux États-Unis qui sont particulièrement sensibles. Grégoire dit que la crise qui se prépare, c'est sur l'immobilier commercial aux États-Unis. Ah ben ça a déjà commencé. Voilà, du fait justement de la fragilité de ces banques régionales. Absolument. D'ailleurs, on avait les gens s'en souviennent plus, mais on a déjà eu. On peut être impacté, nous, par une crise de l'immobilier commercial aux États-Unis. Nous, on est impacté dans la mesure où la conjoncture américaine va être touchée. D'accord. Donc le risque de récession risque de monter. D'accord. Si tu veux. Donc après les taux longs baissent, mais bon, voilà. Et on a oublié un point, c'est qu'on a déjà eu des petites structures bancaires déjà touchées en masse. C'était les savings and loans à la fin des années 80, les caisses d'épargne américaines qui étaient très mal régulées en plus, qui étaient très exposées sur l'immobilier commercial et en plus qui avaient des contraintes de passifs sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui les coinçaient. D'où une opération de restructuration et de défaisance à travers ce qu'on appelait la Resolution Trust Corporation. C'est la première structure de défaisance où on met en gros les actifs pourris à l'intérieur. Il y a des garanties de l'État, en gros, et puis en gros, on les revend et on restructure les caisses d'épargne. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. Parce qu'en général, les petites banques sont plus touchées, c'est ça le problème. Mais il les faut quand même, les petites banques, tu vois. Ouais, il faut des petites banques innovantes, il faut des petites banques spécialisées au niveau régional, au niveau sectoriel. Et puis il faut de l'innovation, parce que si c'est pour... et de la concurrence. Si c'est pour tout foutre dans UBS ou Goldman Sachs ou JP Morgan, etc., ça vaut pas le coup. Parce que sinon, si tu as des monopoles... Voilà. Il nous reste 5 minutes. Complètement autre chose, la crise politique après la crise bancaire. Sortie du chapeau vendredi dernier, Emmanuel Macron, en fait, je suis obligé de sortir le 49.3 à cause des risques financiers économiques. En gros, la pression des marchés serait trop forte si jamais, je ne peux pas prendre le risque de voir cette loi retoquée, la pression des marchés serait trop forte en ce moment dans ces circonstances. Je ne pense pas, honnêtement. Je ne pense pas, mais après, on ne sait jamais. Hein, c'est comme dans les crises bancaires, là, ce qui est frappant, et je reviens sur ton sujet, vas-y. Ce qui est frappant, c'est la rapidité des choses avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire la caisse de résonance des réseaux sociaux. Ça va très vite. Et puis tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il y a même des mecs qui racontent absolument n'importe quoi et qui pourtant sont lus et entendus sur le risque bancaire. Oui, moi, ça, c'est pas nouveau. Ça. Ah ouais, mais d'accord, mais ils peuvent être... Ça, moi, je l'ai connu en 2007. Non, bien sûr. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non, bien sûr. Je peux te dire, il y en avait. Hein. Mais ça va très... Ouais, messieurs, quand tu touches la garantie des dépôts, enfin, quand tu touches le risque bancaire, tu touches tout le monde. Parce que tout le monde a un compte. Oui, non, mais voilà. C'est ça qui explique ces fameux 40 milliards de demandes de retrait en 24 heures. Exactement. Peter Thiel fait un truc WhatsApp et c'est parti, quoi, évidemment. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi, sauf dans ce cas-là, je ne crois pas que, si tu veux, si jamais il avait dû abandonner, retirer son projet sur les retraites, il y aurait eu un gros impact. Je ne pense pas qu'il y aurait eu un gros impact. Ouais. Le spread non, ça n'a pas été terrible sur l'analyse, mais même sur la réforme de la retraite. La réforme de la retraite en France, ça nous fait gagner combien de temps ? 5, 6, 7 ans. Même c'est pas. tout. Même pas. T'en sais rien, en fait. Oui, en fait, plusieurs hypothèses. Mais bon, ça, on l'a beaucoup raconté, mais franchement, le gars qui n'est pas perdu dans ce qui a été cédé, repris, on va aller en prendre un peu sur la caisse d'accident du travail, oui, mais pas tant que ça, oui, mais avec le CDI senior, les allocations familiales. C'est le mécano politique français. Total. Donc, ça, on prélevait sur la JCarco, etc. Donc, voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose. Après, le 49.3, je pense qu'il y a une dizaine de républicains qui vont voter pour la motion. Non, mais ça, on verra, parce que les gens nous, on enregistre à un moment où on n'en sait rien, et donc ce soir, quand ils regardent, donc je ne veux pas spéculer là-dessus. D'accord. C'est juste sur la pression financière qui pourrait être mise sur la France. Un truc qu'on ressort régulièrement d'ailleurs. Hein. Je me souviens au moment de l'élection de Hollande, on avait fait un truc là-dessus, la pression sur la dette française. En fait, je ne pense pas, parce que la France est trop grosse, et puis on sait qu'il y a des problèmes, puis c'est des problèmes plus ou moins communs, si tu veux, à tous les pays. C'est le problème du vieillissement, du système de retraite. Et aujourd'hui, je ne vois pas l'Allemagne, compte tenu des difficultés dans lesquelles nous sommes tous en Europe, attaquer la France... Scholz attaquer la France parce que la France ne fait pas de réforme, tu vois. Non, ça, j'y crois pas un instant. Et donc, je pense que les Allemands, comme les autres, se contentent d'avoir Macron.
avoir une majorité branque-ballante, bon, ça change pas grand-chose et personne ne se fait des illusions sur le potentiel de réforme structurelle post-retraite en France d'ici 4 ans. Voilà, c'est ça. C'est quand même la réponse très claire sur si vous voulez survivre, ne touchez à rien. Quoi. Ouais, surtout que Macron va pas se représenter, donc on ne sait pas qui va vraiment lui succéder dans le camp centro-droitier, quoi. Centro-libéral. Centro-libéral, donc voilà. Après, on sait que Mélenchon n'est pas vraiment un risque en l'état actuel des choses. Évidemment, dans l'histoire politique, il peut y avoir des malentendus. Hein, c'est comme dans le film. Non, c'est de l'autre côté que ça m'intéresse. Et d'ailleurs, tiens, pour prendre notre prochain rendez-vous le mois prochain, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si tu peux, que tu me parles de l'Italie. Parce que bien, l'Italie. La petite idée que j'ai en tête, c'est que si Giorgia Meloni continue... Voilà. C'est la star. Et bien Marine Le Pen va arriver quand même avec d'autres arguments à la prochaine présidentielle. C'est ça qui m'intéresse. Bon, mais on n'en parle pas maintenant, parce qu'on est au bout. Mais c'est intéressant. Parce que moi, j'ai préconisé d'acheter de la dette italienne, et je ne le regrette pas. J'ai préconisé d'acheter des actions italiennes après l'élection de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, c'était en octobre. On a surpondéré les actions italiennes. Je peux dire que ça a très très bien marché. Alors là, ça marche moins parce qu'il y a beaucoup de banques dans l'indice MIB italien. Mais ça a très très bien marché. Et qu'est-ce qu'on nous a sorti encore des histoires? Bon, non, mais recommence pas. Elle quitterait l'Union européenne, elle quitterait l'OTAN. Non, mais justement, ça m'intéresse. Et les spreads italiens ont baissé. Donc on en parle largement le mois prochain. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Jean-Pierre Petit qui nous accompagnait.